Alors à la demande générale, nous allons faire les métaphores. J'ai pas bien entendu. À la demande générale, nous allons faire les métaphores. Bien. Ça s'appelle les métaphores. Et si vous voulez, je pourrais démarrer par une petite histoire. Comme ça sera une introduction en termes de contenu et de structure sur ce que nous allons travailler, qui s'appelle les métaphores. Donc, je vous invite à prendre, parmi la flopée de problèmes que vous avez, d'essayer d'en prendre un. Je sais, ça va être difficile, mais comme ça. Alors, sinon, vous en prenez 4, 5, 6 comme ça, là, et vous les mettez sur le grill, et vous laissez l'histoire que je vais vous raconter, qui est peut-être une histoire que vous connaissez déjà, qui s'appelle Le secret du bonheur. Peut-être que je vous l'ai raconté. Vous ne connaissez pas Le secret du bonheur ? Je ne sais plus dans quel bouquin je l'ai vu. Je crois que c'était dans un bouquin de Paulo Coelho, dans l'Alchimiste, mais j'en suis même pas sûr. Et donc, je vous invite à prendre parmi la flopée de problèmes que vous avez des trucs comme ça là, et de vérifier si ça peut faire écho cette histoire par rapport à la résolution d'une problématique que vous pourriez avoir. Alors, le secret du bonheur, c'est un jour un adolescent qui demande ça à son père, et son père est un riche indien. Ça se passe au XVIIe, au XVIIIe ou au XVIe siècle. Je ne suis pas très très bon en histoire. Et il lui demande, père, qu'est-ce que c'est que le bonheur, c'est quoi exactement? Et son père, il entend la question de son fils et il comprend que cette question est importante. Et il lui dit, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour t'expliquer ça, parce que c'est une question importante, et comme c'est une question importante, il faut une réponse importante, et moi je suis bon dans les affaires, mais je ne suis pas bon dans les affaires intérieures, et je te propose d'aller voir un sage qui est à une quinzaine de jours de marche d'ici, et il est connu pour connaître le secret du bonheur. Le jeune garçon, merci père, est-ce que vous pourriez me donner l'adresse? Donc il lui donne une carte, l'adresse et tout, et voilà le jeune homme qui se prépare et qui part 15 jours marcher. Au début il y a des forêts, après il y a des clairières, et puis de plus en plus ça se clairsème, et il y a de plus en plus de désert, il fait chaud, donc il s'arrête le jour, il marche un peu plus la nuit. Et il arrive à travers quelques dunes et quelques monts plus ou moins pelés, dans un endroit où il regarde sur la carte, il sait qu'il s'approche de là où habite ce maître, et il pense le trouver dans une grotte, ou avec une longue barbe, ou en tout cas avec des cheveux blancs, et au détour d'une dune, il aperçoit un château absolument magnifique qui sort du sable comme ça. Donc il est un peu surpris, il vérifie. Ça a l'air d'être vraiment le point sur la carte. Donc il se pointe, et la première personne qu'il rencontre, il dit, est-ce que c'est ici qu'habite le maître que je cherche, qui connaît le secret du bonheur? Et lui dit, bah oui, c'est le propriétaire du château. Le jeune est un petit peu surpris, il s'attendait à trouver ou un sadhu ou un méditant. Apparemment, c'est quelqu'un qui a l'air de bien réussir et tout. Alors du coup, il demande à pouvoir recevoir le maître, à être reçu par le maître. Le maître le fait attendre. En fait, le maître, il reçoit des gens comme ça, parce que c'est en plus d'être quelqu'un de riche, c'est un vrai sage, et il y a plein de gens qui viennent le voir de différentes contrées d'Inde pour pouvoir le consulter. Et le jeune homme lui dit, je suis venu vous voir de loin, j'ai marché pendant 15 jours, parce qu'on m'a dit que vous connaissiez le secret du bonheur. Et à ce moment-là, le maître lui dit, écoute, je veux bien te l'enseigner, mais j'ai pas le temps pour l'instant. En attendant, je vais te demander de faire quelque chose. Et il lui met une cuillère dans la bouche, et il met de l'huile dans la cuillère, et il lui dit, voilà, je vais te demander d'aller marcher pendant 1 heure. La seule chose, c'est que je ne veux pas que tu enlèves la cuillère dans la bouche, donc tu la mets entre tes dents, et puis tu vas voir mon palais, et quand tu reviens, je veux que tu me dises tout ce que tu as vu dans mon palais. Donc c'est un travail d'observation que je te demande. Tu es d'accord? Puis il se balade à droite, à gauche et tout. Et quand il revient au bout d'1 heure, le maître lui récupère la cuillère, et puis il regarde la cuillère,
la cuillère, évidemment, il n'y a plus d'huile dedans parce que le jeune, il a monté, descendu des marches et tout. Et donc, du coup, il lui demande, alors, qu'est-ce que c'est que tu as vu? Et le jeune lui dit, bah, j'ai vu des tableaux magnifiques, des tapis incroyables. J'ai un endroit où il y avait des musiciens qui jouaient de la musique. Vous vivez dans un truc incroyable, c'est chez vous, tout ça, ils discutent comme ça et tout. Et puis, le maître, il lui dit, mais ok, c'est bien, tu as bien observé, mais où est l'huile que j'avais mis dans la cuillère? Et le jeune dit, bah, je ne sais pas, elle est tombée, j'ai pas fait attention, vous m'aviez juste demandé de mettre la cuillère dans la bouche et de regarder, d'observer et tout. Et il dit, ah, alors maintenant, on va faire autre chose, tu vas repartir pendant 1 heure, mais cette fois-ci, on va refaire la même chose, je vais mettre de l'huile au ras de la cuillère, et je veux que tu ailles voir l'autre endroit du château que tu n'as pas été voir, que tu observes tout ce qu'il y a observé, mais que je ne veux pas que tu perdes une goutte d'huile. Ça te va? Ok. Puis il va se promener, mais du coup il ne va pas très très loin parce qu'il faut qu'il revienne, il ne faut pas marcher trop vite. Il fait attention qu'il n'y ait pas une seule goutte qui tombe. Au bout d'1 heure, il revient et le maître a l'air satisfait, il n'y a pas une goutte qui est tombée, il lui enlève la cuillère de la bouche, il lui dit bravo, c'est super, voilà, ce que tu as respecté là, c'est la consigne, elle est bien respectée. Et alors qu'est-ce que c'est que tu as vu dans mon château, dans cet endroit du château? Et le jeune lui dit bah, rien, j'ai regardé tout le temps la cuillère, j'ai vu oui des ombres là, j'ai vu qu'il y avait une pièce là-bas, mais comme il y avait un escalier, j'ai pas pu descendre parce que sinon j'aurais perdu de l'huile et tout. Et il lui dit donc du coup t'as rien vu? Elle lui dit bah non, j'ai quasiment rien vu. Et ben il lui dit le secret du bonheur c'est ça, c'est d'essayer d'être capable à la fois d'observer les belles choses de la vie et de garder l'huile dans la cuillère. Tu peux rentrer chez toi, je t'ai délivré le secret du bonheur. Voilà une histoire. Comment cette histoire peut retentir avec les choses que vous aviez? C'est des histoires, certaines histoires sont relativement universelles, non pas c'est un leurre parce que le bonheur, parce que par rapport à ce que vous aviez, je ne sais pas, mais il y a tellement de choses qu'on peut percevoir cette histoire de plusieurs manières différentes que quelquefois elle peut retentir et toucher des gens ou pas par rapport à une problématique ou à une autre. En tout cas, raconter, ce que je viens de faire, c'est de faire une métaphore. Et en PNL, on va circonscrire l'histoire de faire une métaphore, c'est raconter une histoire. On verra tout à l'heure, dans 2 secondes, que en fait, étymologiquement parlant, une métaphore, c'est pas tout à fait ça. Pour l'instant, nous en PNL, on va dire que faire une métaphore, c'est raconter une histoire. Et vous savez qu'en PNL, on est bon pour ça. On cherche le chemin entre l'état présent et l'état désiré. Et vous vous souvenez, j'en suis sûr qu'avant de chercher le chemin, on cherche quoi en premier? L'état désiré. Parce que les gens viennent avec un problème et ils n'ont pas forcément un objectif. Nous, on démarre par la fin. Et après, on essaie de les faire avancer, de les aider à avancer, et puis on voit ce que ça donne. Ça, c'est l'équation du changement. Eh bien, la métaphore, vous vous souvenez qu'on avait même dit que c'était moins limite, plus ressources. Voilà. OK. Eh bien, la métaphore, c'est un des outils qui peuvent faire des ressources pour pouvoir aider les gens à passer d'un état présent à un état désiré. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Il était une fois, tabala, 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 et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. À nous à essayer de raconter des histoires qui peuvent avoir un sens pour permettre aux gens de passer de leur état présent à leur état désiré. Quand je vous ai dit que, en fait, étymologiquement parlant, une métaphore, au départ, c'est pas une histoire. Au départ, une métaphore, c'est une comparaison, c'est une... ouais, merci. C'est une figure du discours où en fait on cherche, ça consiste à comparer 2 choses, une chose à une autre, et où en fait on fait une analogie. C'est ça normalement une métaphore. Juste que nous donc en fait c'est une transposition. Une métaphore. Et c'est un procédé du langage qui consiste à comparer de manière analogique, on va substituer quelque chose de manière analogique, en espérant que l'analogie qu'on a faite, elle fasse écho, elle donne une image de la solution ou une image ou un éclairage nouveau pour la personne,
qui lui permettent de commencer à avancer un petit peu vers son état désiré. Donc c'est une comparaison. Il y a des écrivains qui font beaucoup de métaphores et d'autres qui en font moins. C'est des styles différents. Il y a des films qui sont réalistes et des films qui sont plus... c'était marqué dans le cours, Gabriel. Qui sont plus au second degré ou qui sont plus imaginaires. Là, on va être beaucoup dans le monde de l'imaginaire. Si vous voulez avoir un vrai exemple d'une métaphore purement d'écriture purement littéraire, moi, une des plus extraordinaires métaphores que j'ai lues dans ma vie, pour moi, qui m'a beaucoup touché parce que j'ai trouvé que c'était très fort au niveau linguistique et au niveau littéraire, c'est dans Le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, où il raconte qu'on est dans les années 30, il vient sur un bateau, c'est un médecin, et ils sont au large de l'Afrique, donc ils sont sur l'océan Atlantique, le temps est pourri, il y a de la mer, il y a beaucoup de vent, donc le bateau, c'est un bateau, un petit paquebot, donc un bateau d'une trentaine ou une quarantaine de mètres, qui est un peu rouillé, et qui monte comme ça et qui descend. Et non seulement il monte, il descend, mais à chaque fois il bouge comme ça, et puis il revient, il bouge comme ça. Et donc du coup, les gens commencent à être malades, il fait une chaleur à crever, et donc du coup, il y a des gens qui commencent à vomir sur le bateau, et puis ils vous racontent le vomi qui vient dans un sens, et puis qui remonte, il vient dans l'autre, et puis il y a les mouches qui arrivent sur le vomi. Et puis quand vous connaissez Céline, il vous en raconte pendant 2 ou 3 pages comme ça, c'est extraordinaire. Donc, il vous rentre là-dedans, et toi tu lis le truc, tu vois, ça fait un peu glauque. Et il finit en disant, c'est plus un voyage, ça devient une maladie. Et il relie 2 mots qui, j'aurais jamais pensé à relier le mot voyage et le mot maladie, mais dans ce qu'il est en train de nous raconter, c'est hyper parlant. Ça, c'est une métaphore. C'est une juxtaposition, une substitution. Donc nous, on va le prendre, on va pas faire que ce genre de truc-là, on va parler de métaphores analogiques et on va essayer de raconter des histoires qui ont une certaine proximité avec ce que la personne nous raconte, soit ici, soit dans le voyage entre les deux. Et ce qu'on va raconter là fera résonance plus ou moins par rapport à la difficulté de la personne. Je vous ai mis dans le cours une petite phrase de Albert Einstein, les métaphores c'est connu depuis la nuit des temps, la plupart des enseignements ésotériques ou spirituels ou religieux se sont faits par image comme ça, et si ça s'est fait par image, c'est que c'est pas par hasard, c'est que c'est plus facile de délivrer une information importante en termes de niveau logique, de manière métaphorique que de manière explicative, surtout si on parle du sens de la vie, de l'existence de Dieu, de l'intemporalité ou des choses de ce type-là, c'est pas très facile de l'expliquer de manière précise. Il y a des moments où il faut être précis. Quand vous faites votre comptabilité, c'est un peu mieux. Quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un et que vous voulez vous rencontrer à telle heure, à tel endroit, il vaut mieux être un peu précis, être un peu moins métaphorique, bien que dans certains pays, on utilise des métaphores pour se retrouver. Je me souviens, quand j'étais à Belém, au Brésil, c'est sur l'équateur, il faisait environ 30 degrés dans la journée et il pleuvait tous les soirs, un quart d'heure ou une demi-heure. Et les gens, ils se disaient, on se donne rendez-vous après l'orage. J'adore, c'était chouette parce que ça dépendait de l'heure, du coup ils attendaient qu'il y ait orage, c'était la fin de la journée, du coup ils se voyaient après. Donc je vous ai mis dans le cours une phrase d'Albert Einstein qui dit « La pensée métaphorique est un cadeau sacré. La pensée rationnelle est une fidèle servante, cependant, l'imagination est plus importante que la connaissance. » Venant de Einstein, ça a un certain poids, parce que lui, il est quand même sérieusement du côté de la pensée rationnelle, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir un esprit, un cerveau droit et un esprit imaginatif. C'est lui qui a imaginé comment est-ce qu'on pouvait voyager sur un rayon lumineux pour connaître la vitesse de la lumière. Donc il avait une intelligence un peu hors norme sur les bords. Voilà, donc du coup, on va essayer de raconter des choses comme ça
un conte, mais ça peut être un dessin, une légende, ça peut être un conte qui existe déjà, on ne va pas se gêner. Donc plus vous êtes cultivé, plus vous avez des bouquins qui racontent des histoires et que vous pensez que ça peut être approprié de la raconter à Yannick ou à Delphes, ben faisons-le. Je veux dire, au pire, on a un peu usé de la salive, c'est pas très très grave. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est que c'est à passer une forme d'information, mais d'une manière plus globale, plus intuitive, plus imagée et moins technique. Et c'est pas de la linguistique, c'est le contenu qui compte, c'est le contenu de l'histoire et la manière de la raconter, et éventuellement des personnages. Et quelquefois, on va même cacher des messages à l'intérieur de nos histoires. Et donc, en fait, il faut arriver à comprendre que c'est pas vraiment une nouvelle information qu'on donne, c'est une nouvelle vision de la réalité. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est parce que c'est lui qui va trouver une solution à partir de votre histoire que ça va fonctionner. C'est pas notre histoire qui fait solution, c'est ses oreilles, son cerveau et son cœur qui fabriquent une solution à partir de l'histoire qui a été faite. Comme peut-être vous avez fait un lien entre le secret du bonheur et une problématique que je vous avais demandé d'essayer de prendre. Il y en a pas, je ne sais pas, et comme en plus vous bossiez chacun sur votre truc à vous. Donc un coup de bol, il y a eu 2-3 résonances qui ont été positives, mais dans cette histoire, on peut percevoir éventuellement pas mal de choses. Donc c'est un peu comme si la solution ou la connaissance existait au niveau inconscient. C'est un peu ça. Et que par l'évocation d'une métaphore, on la fasse venir à jour. Comme si on faisait une révélation. Alors j'ai cherché c'est comme si c'était un rêve. C'est ça. C'est ça, il y a des moments où on rêve et quand on se réveille le matin, notre vie, elle est sérieusement impactée. On sait bien que c'est un rêve. Mais ça nous a tellement touchés. Alors en plus, ça c'est la puissance onirique, la puissance de l'inconscient. Il y a des gens qui, après un rêve, ont appelé des personnes avec qui ils n'avaient pas parlé depuis 15 ans, parce que le rêve est venu les toucher au cœur de quelque chose d'important. Donc on est sur un outil très chouette, très tendre. On pourrait ranger ça du côté de la partie féminine de la PNL, je trouve. Même si on peut être un homme et romancier, écrire des romans avec des belles métaphores, bien sûr, c'est l'archétype féminin, c'est pas le genre. Comme on a des outils qui sont bien dans le mental, en PNL, pour une fois, on a un outil qui va permettre de parler le langage de l'imaginaire et qui peut toucher les gens. Et comme on va essayer de le faire souvent en mélangeant ça avec du Milton Model, avec un paraverbal ou un non-verbal, voilà, on va essayer d'embarquer les gens comme ça. Alors des métaphores, on va utiliser là aujourd'hui l'outil métaphore comme pièce de puzzle, mais j'espère que vous comprenez bien qu'au cours d'un protocole, il y a une histoire qui vous vient. À la fin, au lieu de faire par exemple un pont vers le futur, vous racontez une histoire, ou vous faites votre histoire et votre pont vers le futur. Qu'est-ce qui vous empêche de raconter le secret du bonheur comme ça, parce que vous pensez que c'est approprié, et puis vous dites à la personne, et je te propose de faire les liens que tu veux, et tu m'en parleras la prochaine fois, ou un truc de ce style-là. Donc j'ai essayé de chercher quelle histoire je pouvais trouver qui pouvait le plus métaphoriser ce que c'est qu'une métaphore. Et un jour, je suis tombé sur cette histoire que j'ai adorée, je vais vous la proposer. Et pour moi, c'est vraiment une métaphore sur ce qu'est une métaphore. C'est un petit garçon qui va à l'école et depuis quelque temps, ses parents le laissent aller à l'école tout seul, à pied, parce qu'il a suffisamment grandi et qu'il est suffisamment responsable pour que quand il traverse une rue de son quartier, il puisse regarder à gauche et à droite et pas se faire écraser. Et puis voilà. Et donc les parents sont en confiance. Donc du coup, le gamin va à l'école, de chez lui à son école, et en passant dans son lotissement, tous les jours, chaque fois qu'il passe pour aller à l'école, il passe devant le garage
d'une maison, et c'est la maison d'un sculpteur, et en fait ce sculpteur il sculpte dans son garage. Donc pour sculpter, il ouvre le garage pour avoir de la lumière, et donc le gamin il voit le sculpteur qui travaille sur sa pierre, il voit la pierre qui évolue de jour en jour, mais bon, il se demande un petit peu pourquoi ce monsieur il tape sur une pierre comme ça régulièrement. Et puis c'est les vacances scolaires, pendant 15 jours le gosse il va pas à l'école, mais le sculpteur lui il n'a pas pris de vacances, il a continué à faire son travail. Et au bout de 15 jours, le gosse il reprend le chemin de l'école et il s'aperçoit avec stupeur que le sculpteur était en train de sculpter un lion. Alors le gamin, il en peut plus de curiosité, il s'approche vers le monsieur et il vient le voir et lui dit « Monsieur, comment est-ce que tu savais qu'il y avait un lion qui était caché dans la pierre ?» C'est ça, la puissance d'une métaphore. C'est qu'on révèle quelque chose qui était dans la pierre. La solution, elle était là, c'est pas nous qui l'avons amenée. Nous, on a juste raconté quelque chose, il y a une forme qui s'est faite, et la personne, elle a trouvé son lion qui lui permet de passer de son état présent à son état désiré.